L'artère coronaire gauche. Cette artère naît du flanc antérolatéral gauche de l'aorte ascendante au niveau du sinus de Valsalva ou sinus coronaire antéro-gauche. On peut donc dire que les deux sinus coronaires ou sinus de Valsalva antérieur gauche, antérieur droit sont coronaires et le sinus postérieur est non coronaire. L'artère coronaire gauche est beaucoup plus courte que l'artère coronaire droite. En effet, après sa naissance, elle va cheminer en arrière du tronc de l'artère pulmonaire, en dessous de l'auricule gauche, et va rapidement se diviser en ses deux branches terminales, l'artère circonflexe et l'artère interventriculaire antérieure ou IVA. Ces deux artères délimitent un triangle avasculaire qui va être marqué aussi par la présence de la grande veine coronaire, non représentée sur ce schéma, mais qui vient rejoindre ici l'artère circonflexe après avoir croisé l'interventriculaire antérieur. Alors l'artère circonflexe est un peu l'équivalent du segment 2 de l'artère coronaire droite. Elle va cheminer dans le sillon atrio-ventriculaire gauche ou sillon coronaire gauche et elle va donner des artères collatérales ascendantes pour l'atrium gauche et des artères descendantes ou artères marginales pour le ventricule gauche. Parmi les artères atriales gauches, l'une est importante, c'est l'artère atriale gauche supérieure principale qui peut être assez longue et parfois les vasculariser jusqu'au nœud sino-atrial. Une artère est assez constante, c'est l'artère atriale du bord gauche, aussi branche de l'artère circonflexe. Enfin, il existe une à deux artères marginales qui vont vasculariser la partie du ventricule gauche qui n'est pas vascularisée par le tronc rétroventriculaire gauche. À noter, et nous le verrons tout à l'heure, que l'artère coronaire droite est le plus souvent dominante sur l'artère coronaire gauche. C'est ce qui est représenté sur ce schéma, où on voit bien que l'artère coronaire droite a un territoire qui s'étend au-delà des cavités droites, puisqu'elle vascularise une partie des cavités gauches. C'est la dominance cardiaque droite. Mais la dominance peut être aussi du côté gauche, ce qui est plus rare, et qui va amener l'artère circonflexe à se poursuivre jusqu'à la croix des sillons, et donc prendre le relais du tronc rétroventriculaire gauche, et parfois même donner l'interventriculaire inférieur. Nous reviendrons sur cette dominance cardiaque. Mais retenez que dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans environ 60% des cas, eh bien, nous avons un équilibre entre la circonflexe et le tronc rétroventriculaire gauche pour vasculariser le ventricule gauche. Et l'atrium gauche aussi, d'autre part. Pour décrire l'artère interventriculaire antérieure, il faut prendre cette vue antérieure et cette vue supérieure. Elle naît en arrière du tronc de l'artère pulmonaire, qu'elle va contourner par la gauche pour atteindre le sillon interventriculaire antérieur. Puis elle va contourner l'apex et se terminer dans le sillon interventriculaire postérieur, plus ou moins loin, encore une fois, en fonction de la dominance cardiaque. L'artère interventriculaire antérieure donne des branches droites, courtes et fines, qui vont vasculariser la portion du ventricule droit qui n'est pas vascularisée par les artères naissant de la coronaire droite. Nous avons donc une zone ici dont la vascularisation peut provenir des deux artères. Elle donne des artères qui vont plonger dans l'épaisseur du septum interventriculaire, dont nous avons dessiné ici les origines. On note que la deuxième artère septale est en général plus volumineuse et elle va cheminer dans le trabécule septomarginal pour se terminer dans le muscle papillaire antérieur et ainsi vasculariser le faisceau atrio-ventriculaire du système cardio-necteur. Enfin, l'artère interventriculaire antérieure donne des branches volumineuses pour la face antérieure du ventricule gauche. On les appelle les artères diagonales, elles sont au nombre de 2 à 4. La première est souvent plus volumineuse et peut naître d'ailleurs de la bifurcation de l'artère coronaire gauche. On l'appelle alors l'artère bissectrice ou artère diagono-marginale. L'artère interventriculaire antérieure est croisée par la grande veine coronaire que nous décrirons plus tard, qui, après avoir croisé l'artère interventriculaire antérieure, vient rejoindre l'artère circonflexe dans le sillon coronaire gauche, puis passe au-dessus de la croix des sillons avant de se terminer dans l'atrium droit. Alors vous voyez ici une vue d'un cœur prélevé. Le sillon interventriculaire antérieur est ici représenté. On voit d'ailleurs l'auricule gauche, l'auricule droit. On devine l'interventriculaire antérieur qui va donner ses branches
diagonale pour le ventricule gauche, avec ici l'apex du cœur, et des branches destinées au ventricule droit, qui vont venir à l'encontre de branches naissant de l'arc coronaire droite. On reconnaît ici le sillon profond atrioventriculaire droit, coronaire droit, et l'auricule droit. Ceci est un ventricule droit. On reconnaît le tronc de l'artère pulmonaire et l'aorte ascendante qui a été ici sectionnée. Alors enfin, on peut voir sur cette coronarographie, avec une incidence oblique antérieure gauche, l'artère interventriculaire antérieure qui vient ici contourner l'apex du cœur pour se poursuivre à sa face inférieure, l'artère circonflexe qui va donner ses artères marginales, dont une volumineuse est ici présente et qui longe probablement le bord gauche du cœur. On reconnaît aussi les artères septales qui plongent dans l'épaisseur du septum interventriculaire et qui vont former avec l'interventriculaire antérieur une image ressemblant à celle d'un peigne. On parle de peigne septal pour décrire ces artères septales. Sur cette image, l'avant est de ce côté, l'arrière est ici, et donc on a une vue de profil du cœur avec opacification de l'artère coronaire.